Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors une vidéo qui sera pas très longue aujourd'hui, parce que j'ai préparé quelque chose mais c'est pas quelque chose de très compliqué. On va voir juste une fonction du gestionnaire de textures. Alors gestionnaire de textures, je rappelle que c'est cette zone là où on crée des textures. On fait un double-clic, on a toutes les textures qui s'affichent ici. Ça, c'est le gestionnaire de textures. Et il y a une fonction dans ce gestionnaire de textures, je vais faire comme ça pour bien la montrer. C'est ici dans Fonction, on a ici Material Exchanger. Alors, j'en ai parlé dans un message sur le From Graph to Graph à un moment donné, je me semble. Et puis, suite à ça, une personne m'a envoyé un message sur YouTube pour me demander justement comment ça fonctionnait ce truc-là. Parce qu'il n'avait pas très bien compris. C'était quelqu'un qui n'est pas inscrit sur le forum, donc il m'a pas posé la question sur le forum, il m'a posé la question sur YouTube. Et donc le Material Exchanger, eh bien c'est un outil qui est assez pratique et qui est très simple à utiliser. Alors suivant les versions de Cinema 4D, il a peut-être changé un peu de nom, je sais pas s'il a beaucoup changé de fond, s'il y a eu des réglages en plus, etc. Mais je pense pas. C'est une fonction très simple qui remplace en fait les textures de la scène qui est chargée, donc les textures que l'on a ici. Il va les remplacer par les textures qui sont dans un autre fichier .ckd. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre scène et avoir un fichier CKD à part avec les mêmes textures, les mêmes noms, mais avec des réglages différents. Et ce Material Exchanger permet justement d'échanger les textures d'un fichier avec ceux d'un autre. Alors là où c'est très pratique, je vais donner deux exemples. Un exemple avec une scène toute bête que je vais charger tout de suite. Potion, voilà, potion. Je charge ça dans Cinema 4D. Désolé. Voilà la scène. Donc c'est une scène toute bête, mais vous voyez que ici il y a des textures qui sont plus ou moins travaillées. Enfin, ici la scène est quand même assez simple, mais j'ai pris une scène assez simple. Ici on a une texture pierre avec du relief. Ici on a une texture liège avec aussi du relief et du déplacement. Donc ça prend du temps de rendu. On a ici une texture avec de la transparence. Ici on a une texture assez compliquée. Enfin, pas tant que ça, mais avec plusieurs spécularités, de la transparence, dégradé, diffusion. Ici on a d'autres textures avec de la transparence, du relief, de la spécule. Ici pareil, transparence, luminescence, etc. Et on pourrait avoir comme ça des scènes assez compliquées avec plein de textures qui ralentissent énormément les temps de rendu. On pourrait avoir des textures avec de la réflexion, avec de la dispersion dedans. Et puis quand on lance le rendu, c'est assez long. Alors ici c'est pas long parce que j'ai pas pris une scène très compliquée pour que ça aille quand même assez vite. Mais puis elle est pas terrible cette scène. Mais ça prend quand même un peu de temps. Ici j'ai mis 6 secondes. Imaginons maintenant que ça c'est une animation. Imaginons qu'on a une caméra qui va se déplacer dans la scène. Alors là c'est pas le cas, mais on va imaginer que oui. Qu'on a une caméra qui va se déplacer dans la scène, peut-être dans un bâtiment par exemple, et puis il y a des fenêtres, il y a des bureaux, il y a peut-être plein d'objets, et puis il y a plein de textures, et puis toutes ces textures ça demande énormément de temps de rendu. Et puis seulement votre caméra qui se déplace, vous aimeriez bien voir si elle se déplace correctement dans votre scène. Donc il faut que vous fassiez en fait un rendu de test pour voir si ça fonctionne bien, si il n'y a pas un objet qui passe trop près de la caméra, trop devant, ou s'il n'y a pas en fait un mouvement de caméra trop rapide ou trop lent, ou si ça ne vous convient ou pas. Donc il faut faire une sorte d'aperçu. Alors on a ici le rendu à créer un aperçu, mais ça c'est pas terrible parce que ça réduit vraiment la résolution, etc. C'est pas toujours pratique. On aime bien quand même à faire un vrai rendu, mais seulement c'est long. C'est long parce que vous avez des textures très compliquées qui vont prendre énormément de temps de rendu. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien en fait c'est simple.
Avec le Material Exchanger, vous allez pouvoir justement créer des setups de textures, c'est-à-dire créer les mêmes textures que vous avez là dans un autre fichier, mais en retirant tout ce qui ralentit le temps de rendu. C'est-à-dire en retirant la transparence, en retirant les reflets, en retirant le relief, en retirant toute la spécu, en retirant tout ce qui est long à calculer. Et puis ce setup de texture, vous allez pouvoir switcher dessus avec le Material Exchanger et donc faire votre rendu avec des textures toutes banales, toutes basiques, juste des couleurs, mais seulement ça va vous permettre de voir si votre mise en scène, si votre composition de scène est bien faite. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir si la caméra se déplace bien, s'il n'y a pas de souci justement d'un objet qui passe devant, ou s'il n'y a pas un tremblement à un moment donné, etc. Et ça va vous permettre de travailler votre scène avec un rendu très rapide, parce que vous aurez juste des formes à rendre avec des textures très très basiques. Et puis une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez re-switcher sur les textures finales. Alors comment on fait ça? C'est tout simple. Cette scène, on l'enregistre une deuxième fois. Ensuite, on retire tout ça. On retire tous les objets, on garde que les textures. Alors on obtient ce fichier-là, je vais montrer. Là, texture potion. Tac. On obtient ce fichier-là, c'est-à-dire un fichier vide avec uniquement les textures. Et ça, vous l'enregistrez, c'est vos textures finales, vos textures HD, celles que vous avez travaillées, qu'elles sont bonnes, elles sont faites comme il faut. Vous y touchez pas. Vous l'enregistrez une deuxième fois, ce fichier, sous un autre nom. Mais cette fois, voilà, cette fois, vous changez toutes vos textures, vous retirez tout ce qui est complexe. Vous retirez la transparence, vous retirez le relief, vous retirez les reflets, la dispersion, vous retirez la spécularité, et vous obtenez en fait que des couleurs. Alors même là, je peux retirer ça. Que des couleurs comme ça. Des couleurs mates, par exemple. On pourrait aussi faire un autre format après, un autre fichier avec des textures encore plus compliquées peut-être, si vous voulez, ou avec des textures avec toutes les mêmes couleurs, etc. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et donc ça, c'est ma texture LD, Low Definition. Je vais bien l'enregistrer. Et ça, c'est ce qui va me permettre justement de faire mes rendus rapidement. Donc je vais revenir sur ma scène normale. Donc potion. Paf. Et donc si je veux faire un rendu rapide ici, vous voyez que ici ça met 6 secondes normalement à faire le rendu parce que il y a de la transparence. Voilà, 6 secondes. Ça, si c'était une animation, ça ferait 6 secondes par image. Sur peut-être 200 images, ça commence à faire du temps. Donc ici, ce que je fais, c'est que je fais fonction, Material Exchanger. Et dans le Material Exchanger, je vais justement chercher le fichier .c4d où j'ai mis mes textures avec uniquement des couleurs. C'est-à-dire les textures sans les trucs qui ralentissent le rendu. Donc texture potion LD. Je fais ouvrir. Ici, Cinema Academy me demande si je veux remplacer tous les matériaux, donc tous ces matériaux-là, les remplacer par ceux du fichier C4D que je viens d'indiquer. Alors si je mets non, il va me demander après pour chaque matériau, est-ce que je veux ou pas le remplacer. Moi ici, je veux tout remplacer, donc je mets oui. Et là, il m'a remplacé toutes mes textures par les textures plus simples. Et quand je fais le rendu, tac, c'est aussitôt. J'ai pas mis 6 secondes cette fois, ça m'a pris 0 secondes. C'est immédiat. Donc là, je peux faire mon rendu de test. Je peux faire mon animation, voir ce que ça donne. J'ai pas les reflets, j'ai pas les transparences, j'ai pas le relief, mais seulement je peux voir si ma composition est bien faite, je peux voir le déplacement de ma caméra, avec en fait un rendu qui est très très rapide, parce que justement il n'y a rien ici qui est long. Je pourrais désactiver les lumières si je voulais, je pourrais faire un rendu encore plus rapide. Là ça passe très bien, et quand je suis satisfait vraiment de ma scène, de ma composition, des déplacements de la caméra, etc., je peux re-switcher sur mes textures haute définition, comme je les ai sauvegardées aussi. Donc je retourne dans fonction Material Exchanger, et là je réindique mes textures en haute définition, enfin, mes textures avec le relief, etc. Et je fais ouvrir, voilà, et je fais oui, et tac, Cinema Academy switch de nouveau sur les textures
les textures pour ma scène finale. Et là, j'ai de nouveau les textures avec la transparence, avec le relief, etc. Donc, ce Material Exchanger permet justement de gagner beaucoup de temps quand vous faites vos tests, quand vous voulez mettre en place votre scène, quand vous voulez faire un rendu très rapide. Ça vous permet de switcher entre plusieurs setups de textures. Ici, on a un setup avec, comme j'ai dit, un peu de relief, un peu de transparence, etc. Et j'ai un setup avec seulement des couleurs. Mais je pourrais en faire un autre encore, où je pourrais tester par exemple d'autres textures. Par exemple une autre texture de bois, une autre texture de verre, une autre texture de pierre pour ma scène, d'autres modèles d'étiquettes. Et puis comme ça en avoir plusieurs, et puis switcher assez rapidement d'un setup de texture à un autre. Ça, c'est la première utilisation du Material Exchanger. Alors c'est très pratique pour tout ce qui est scène d'architecture par exemple, parce que souvent on fait des grands bâtiments, il y a beaucoup d'éléments dans les pièces, il y a des meubles, etc. Et il y a beaucoup de textures. Vous allez avoir un canapé avec plein de relief, vous allez avoir des fenêtres avec de la transparence, vous allez avoir des surfaces marbre avec un peu de réflexion, vous allez avoir des carrelages, etc. Donc c'est très très long en fait à rendre. Et quand vous voulez justement que votre caméra se déplace dans les pièces pour en faire la présentation, c'est pas évident parce que quand vous faites un rendu, c'est très long. Donc en switchant comme ça sur des textures plus basiques, plus simples, vous pouvez faire vos rendus de test de manière beaucoup plus pratique, c'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite et vous pouvez mieux gérer en fait le déplacement de votre caméra. Et puis quand vous êtes satisfait, vous re-switchez sur les textures haute définition et là vous avez votre scène finale. Donc ça c'est pour le Material Exchanger. Donc je vais montrer un autre exemple de son utilisation que j'aime bien aussi. J'ai déjà montré le logiciel DaStudio. Je vais le remontrer encore. C'est ça, DaStudio. C'est un logiciel qui permet en fait de manipuler des personnages en 3D que l'on ne crée pas, hein, qui sont déjà créés. On peut les modifier un petit peu au niveau des visages, etc. On peut modifier les positions, les vêtements, etc. On a plein de setups déjà faits. Et c'est assez pratique quand on a besoin d'un personnage. Pareil pour une scène d'architecture, si vous voulez placer un personnage en 3D dans une pièce, c'est très pratique parce que ça permet de récupérer des personnages comme dans la position qu'on veut, habillés comme on veut, comme on le souhaite, et de les importer dans Cinema 4D et de les mettre en scène. Seulement passer d'AStudio à Cinema 4D, des fois c'est un petit peu compliqué. J'ai montré déjà dans plusieurs tutoriels qu'on pouvait le faire en switchant sur certains formats, mais ça fonctionne pas pour tous les personnages. Certains personnages sont très modifiés, il y a des morphs, par exemple ici c'est le personnage Aiko 3, mais le visage n'est pas celui de base. C'est-à-dire qu'il a été modifié de manière à lui donner un style un petit peu différent. Donc ça passe mal. Ensuite elle a une position particulière, ce qui fait que dans certains formats, là encore, ça va pas bien passer. C'est-à-dire que les vêtements, les cheveux vont carrément partir à l'ouest, et puis le personnage sera inutilisable en fait dans Cinema 4D, alors que dans DaStudio 3D, il est très bien. Donc comment on peut faire? Eh bien en fait, il y a plusieurs formats qu'on peut exporter depuis DaStudio. Ici on a le format en export, on a le format ici OBJ, le format qui est un petit peu pas universel, mais que généralement tous les logiciels de 3D reconnaissent. Ce format-là exporte très bien le maillage. Il exporte aussi les textures, mais seulement Cinema 4D a du mal à récupérer les textures. Alors ici j'ai fait 5 exports au format OBJ. J'ai Aiko 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais ouvrir ça dans Cinema 4D. Voilà, j'ai déjà préparé mes fichiers. Alors, Aiko.obj, c'est le fichier que j'ai exporté, et Aiko01mtl, c'est les Material Library, c'est-à-dire que c'est les textures du personnage. Donc normalement les textures y sont aussi. Quand je mets ça dans Cinema 4D, voilà, on peut remarquer qu'en fait les textures ne sont pas relues, ne sont pas reprises par Cinema 4D. Cinema 4D les met toutes en gris. En fait, si je veux que ça fonctionne bien, il faut que je reprenne chaque texture et que pour chaque texture, j'aille ensuite
chercher le bon fichier qu'il y a là-dedans, texture, le bon fichier pour à chaque fois, pour chaque texture, et comme il peut y avoir beaucoup de textures, c'est très gênant. Il y a des plugins qui le font, il y a des scripts aussi qui le font. Mais bon, on va rester sur Cinema 4D de base. Donc ici, le format OBJ exporte bien le personnage. J'ai bien le personnage, mais j'ai pas les textures. On va regarder avec un autre fichier, le 2, tac, je l'ouvre. Pareil, j'ai bien le personnage dans une autre position, j'ai les textures avec les mêmes noms de fichiers, les mêmes noms de matériaux, mais là encore, toutes les textures sont en gris. Je peux encore le faire avec ici, Echo 3, une autre position, paf, pareil, j'ai bien le bon maillage, mais j'ai que des textures grises. On va le faire pareil avec le 4, on va changer le 4 et le 5. Voilà le 4, tac, pareil, le maillage est bon, les textures sont pas bonnes, et le 5, voilà, le 5 pareil, le maillage est bon, mais les textures sont pas bonnes. Donc qu'est-ce que je peux faire? Eh bien dans DAZ Studio, je peux aussi exporter dans d'autres formats. Ici, j'ai d'autres formats, j'ai pas que l'OBJ, j'ai aussi le BVH, qui exporte très bien les os, les articulations, j'ai le Collada, j'ai ici un format pour poseur, le FBX, U3D et MDD. Bon, ça va pas m'intéresser. Ici, c'est le format Collada qui m'intéresse. Le format Collada exporte assez bien. Seulement, il y a un souci, c'est que là, j'ai mis des morphes et puis il y a une position qui est différente de la position de base. Donc, une fois que je vais avoir exporté ça, ça va pas bien passer. C'est-à-dire que le format Collada, une fois ouvert dans Cinema 4D, va tout me dissocier et puis les textures seront pas super, mais elles seront utilisables. Par contre, le personnage ne sera pas utilisable. Alors, je vais le charger dans Cinema 4D et je vais faire aussi une petite coupure parce que vu que les vêtements vont partir à l'ouest, le personnage va se retrouver sans vêtements, donc je vais faire une petite coupure, le temps de tourner le personnage. Donc, petite pause. Voilà, je vais charger le personnage. Voilà, j'ai retourné le personnage. J'ai fait une coupure pour retourner le personnage, afin que la chaîne reste tout public. Donc là, vous voyez que j'ai effectivement le personnage, mais j'ai les vêtements qui sont partis à part, j'ai les cheveux qui sont partis à part. Tout est déformé à cause des morphs et de la position, donc ça fonctionne pas super bien. Mais par contre, ici, vous pouvez voir que j'ai les textures qui sont chargées. Alors, le problème, c'est qu'il y a de la réflexion sur chaque texture. Donc, il faut modifier un petit peu les textures. Mais ça, c'est pas très compliqué, je le fais qu'une fois. Là, je sélectionne toutes mes textures. On va retirer, par exemple, la réflexion. On va retirer la luminescence, la transparence. On retrouve, en fait, des textures qui sont bonnes. Ensuite, je vais prendre ces trois textures-là, c'est sur les cheveux, et je vais ajouter l'alpha et charger dans l'alpha, ici, l'image que j'ai déjà, qui a été exportée, qui est ici, l'image d'alpha. Le format Collada l'a très bien exporté. Pareil pour ici ici que je ne trompe pas, la eyebrow et la slash ici, c'est-à-dire les cils et les sourcils. Pareil, je vais prendre cette image-là pour l'alpha. Et en fait, je refais un petit peu la texture. Et je vais obtenir, alors je vais fermer ça. Et je vais vous montrer ce qu'on obtient. Tac, on obtient ça. On obtient ce fichier-là. Alors, je retire le personnage, j'en ai plus besoin. C'est le personnage du fichier Collada, donc il fonctionne pas comme il faut. Vous voyez que la robe était partie d'un côté, les cheveux de l'autre, tout était déformé. Je garde que les textures. Et ici, j'ai juste refait les textures comme il faut. C'est-à-dire que j'ai juste modifié quelques petites choses, il n'y a pas grand-chose. On peut remarquer que les noms des textures sont exactement les mêmes que ceux utilisés dans les fichiers OBJ. Ici, les fichiers OBJ, box, metal, belt, fabrique, base, side. Et ici, texture, c'est pareil. Box, metal, belt, fabrique, base, side, air, etc. Donc c'est exactement les mêmes noms de fichiers. Donc je peux utiliser
ce fichier-là avec le Material Exchanger pour appliquer ces textures-là sur mes fichiers OBJ. Donc ici, j'ai mon fichier OBJ avec toutes les textures en gris. C'est pas pratique. Je vais dans Fonction, Material Exchanger. Je choisis mon fichier de texture que j'ai créé. Donc le fichier Collada moins le personnage avec les textures corrigées. Et je fais OK. Et qu'est-ce que ça fait? Alors là, je mets oui. Qu'est-ce que ça fait? Ça me remplace mes textures du format OBJ par les textures du format Collada. Et donc là, j'ai les textures qui sont bonnes. C'est-à-dire que j'ai le personnage. Et si je fais un rendu, on va faire ça comme ça, du personnage, les textures passent très bien. Et là, j'ai corrigé le problème. C'est-à-dire que je peux maintenant récupérer le personnage de DAZ 3D au format OBJ. Je fais aussi un seul export au format Collada pour récupérer seulement les textures. Je sauvegarde mes textures dans un format à part, et quand j'ai besoin du personnage, je le charge au format OBJ. Alors on va en prendre un autre, OBJ, et je charge en plus avec le Material Exchanger les textures que j'ai mis de côté. Et je peux utiliser toujours le même fichier de texture, vu que c'est toujours le même personnage, pour tous mes fichiers OBJ. Voilà, à partir du moment que j'utilise les mêmes éléments, c'est-à-dire les mêmes vêtements, les mêmes cheveux, le même personnage. Et là, ça fonctionne très très bien. Et ça me permet donc d'utiliser mon personnage avec le bon maillage du format OBJ et les bonnes textures grâce au Material Exchanger. Alors, je vais le faire pour les autres aussi. Texture pour Aiko, tac. Oui, parfait. Et il manque le fusil, mais forcément, il n'était pas dans la scène. Là, pareil, fonction, Material Exchanger, texture pour Aiko, ouvrir, oui, tac, c'est parfait. Et là, pareil, le 5, fonction, Material Exchanger, texture pour Aiko, ouvrir, et je fais oui. Et là, j'ai mes rendus qui sont parfaits à chaque fois. Hop, comme ça. Tac, on voit que les yeux c'est bon, les cheveux c'est bon, tout est bon, parce qu'à chaque fois j'utilise le même format, le même fichier de texture. J'ai pas besoin de le modifier d'une position à l'autre du personnage, parce qu'en fait les UVW font tout le travail. Et donc ici j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Donc ça permet en fait de faire la passerelle plus facilement. Alors, entre DAZ 3D, DAZ Studio 3D, et Cinema 4D. Seulement, attention, pour tout ce qui est animation, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que les textures, c'est pareil, ça fonctionnera bien, mais vous ne pourrez pas passer par le format OBJ, parce que le format OBJ n'est pas animé. Donc il faudra passer par un autre format, donc dans ce cas-là, on se retrouve avec d'autres problèmes. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres tutoriels, justement sur DAZ Studio. C'était dans les versions plus anciennes de DAZ Studio, mais je pense que ça reste bon. Après, j'ai pas réessayé. Mais le format Collada généralement fonctionne bien, sauf si on utilise des morphs ou des positions particulières, comme je l'ai fait ici. Donc ça, c'était le Material Exchanger que je voulais vraiment montrer aujourd'hui. Vous voyez que c'est assez pratique. Ça permet donc de switcher entre plusieurs setups de textures. Et donc, comme avec le format OBJ, on a justement ce problème de texture, ça permet de régler le problème. C'est-à-dire que vous avez votre setup de texture de côté, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois avec plusieurs fichiers OBJ à partir du moment où c'est les mêmes éléments qui sont dedans. Autre chose que je voulais montrer aussi, alors ça, ce n'est plus sur le Material Exchanger. Je ferme tout ça, je sauvegarde pas, c'est pas la peine. Il y a une petite question qui m'a été posée aussi. Et puis, c'est une petite astuce. On m'a demandé si j'en avais parlé, et puis bah non, j'en avais pas parlé, donc je vais le faire tout de suite. Quand on sélectionne plusieurs éléments dans Cinema 4D, dans une scène Cinema 4D, avec des réglages différents. Alors, par exemple, je vais faire un cube. Ah, un cube assez petit. Voilà, je vais le mettre dans un cloneur. Hop. Dans un cloneur, on va
le mettre sur X, on va l'écarter de pas plus que 45, 50 et on va en faire plein. Voilà. On va en faire 20. Voilà. Ici j'ai plusieurs cubes dans un cloneur. Je vais rendre ce cloneur éditable, donc je vais obtenir un neutre avec plein de cubes. Donc là j'ai un neutre, on va renommer ça neutre. Voilà. Et dedans il y a plein de cubes. Parfait. Alors il faut que j'ouvre aussi peut-être... Non, je n'ai pas besoin. On va juste faire comme ça. Voilà. Donc j'ai plein de cubes. Et puis quand je les sélectionne tous, ces cubes, voilà, je peux modifier tous ces cubes en même temps. C'est-à-dire qu'ici, je peux changer par exemple la taille en X, la taille en Y, la taille en Z. Par exemple, si je veux changer en Y tous les cubes en même temps, ici je peux mettre par exemple le doubler, mettre 80, tac, ça change la hauteur de tous les cubes en même temps parce qu'ils sont tous sélectionnés. Là, je peux remettre 40. Voilà. Si j'ai des cubes avec des tailles différentes, par exemple celui-là il va être à 80, celui-là il va être à, on va mettre 100, voilà, et je les sélectionne tous. Ici on peut voir que dans taille Y, comme ils n'ont pas tous la même dimension, la même hauteur, on a ici valeur multiple qui est indiquée. Et je peux remettre en fait ici 40 pour remettre tout à 40. Ça c'est le truc basique. Je pense que ça tout le monde connaît. Donc quand on sélectionne plusieurs éléments, ici, et qu'on modifie quelque chose ici, ou dans les coordonnées ici, vous voyez que ici, la position X n'étant pas la même sur tous les cubes, ici j'ai valeur multiple. Quand on modifie ici quelque chose, on modifie tous les éléments en même temps. Ça c'est assez pratique. Et j'ai déjà dit dans un autre tutoriel que ces champs-là, tous ces champs, sont des calculatrices. C'est-à-dire que ici, je sélectionne seulement un cube, par exemple. Ici, en position, je sais pas prendre la position, je prends la taille Y, je pourrais mettre, par exemple, 40 x 2 pour obtenir 80. Quand je fais entrer, ça me fait 80, donc ça a fait le calcul. Je peux remettre 40 si je veux, je peux remettre 80 divisé par 2. Je fais entrer, ça fonctionne, ça me met 40. Donc ça, ce sont des calculatrices. Et ces calculatrices-là ont un petit plus, c'est-à-dire que ce sont plus des calculatrices scientifiques, c'est-à-dire qu'elles prennent en compte plein de petits réglages, plein de petites fonctions qu'on connaît plus ou moins bien si vous connaissez un peu les maths. Mais il y en a trois ou quatre, enfin je vais en montrer que trois qui sont très pratiques. D'abord, il y a la valeur x. Si je mets un x ici, en fait, ça signifie la valeur qui était déjà dans le champ. Donc là, si je fais entrer, ça me met 40. Parce que c'était 40 qui était déjà indiqué. Donc si je mets x ici et je fais entrer, ça me met 40. Là pareil, si je mets x et je fais entrer, ça me met 40. Si je mets par exemple x fois 2, multiplié par 2, x étant 40, puisque c'est la valeur qui est déjà dans le champ, ça va me faire 40 multiplié par 2, ça va me faire 80. Je fais entrer, ça me fait 80. Et si je fais x divisé par 2, ça va me faire 80 divisé par 2, ça va revenir à 40. Je fais entrer, ça refait de nouveau 40. Donc x, en fait, c'est la valeur qui est déjà dedans. Ensuite, on a autre chose. On a une valeur aléatoire. On peut mettre RND, et entre parenthèses, on peut mettre un nombre. Par exemple, on met 100. RND, et entre parenthèses, 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, RND veut dire random, donc au hasard, et 100, c'est jusqu'à combien le hasard doit être calculé. C'est-à-dire que ça va me donner un nombre au hasard entre 0 et 100. Si je fais entrer, ça m'a donné un nombre au hasard entre 0 et 100. Ici, c'est 61,458. C'est un nombre totalement au hasard. Je retire ça. Si je fais RND, entre parenthèses, je mets 100, et je fais point virgule, et puis je mets par exemple 200, et je ferme ma parenthèse, ça va me faire un nombre au hasard entre 0 et 100, et 200, ça va être le seed, c'est-à-dire ça va être
le chiffre qui va permettre de calculer le hasard. Donc ici, je vais obtenir quelque chose de différent de tout à l'heure. Ici, j'ai pas 60 et quelques, j'ai 51,141. Parce que c'est pas le même seed que précédemment. Donc RND permet de choisir un nombre au hasard. Ici, je remets 40. Ensuite, j'ai encore une autre valeur que je peux utiliser, c'est NUM. NUM. Ça signifie numéro en fait, number. Ça représente en fait l'index de l'objet qui est sélectionné. Alors ici, comme il n'y a qu'un seul objet de sélectionner, ça n'a pas d'intérêt. Je vais donc remettre 40 et je vais en sélectionner plusieurs. Je sélectionne plusieurs éléments, tac. Et là, si je écris num, ça signifie que pour chacun de ces cubes, la taille Y va être en fait la valeur index du cube. Si je fais entrer, tac, voilà. J'obtiens ici le premier cube qui est ici, tac, qui est celui qui est tout en haut, 0, donc il a 0 cm. Le deuxième, c'est le cube numéro 1, donc il a 1 cm. Le troisième, c'est le cube numéro 2, il a 2 cm. Le cube numéro 3 est à 3 cm, etc., etc. Et donc le cube numéro 19 est à 19 cm. Parce que NUM signifie en fait le numéro du cube dans la sélection. Ensuite, je vais tout remettre à 40. 40, voilà. Quand on sait ça, quand on sait ces trois choses-là, on peut faire des choses plus intéressantes. Par exemple, je peux demander à ce que, comme je peux utiliser des calculs mathématiques, je peux demander à ce que chaque cube ait une valeur au hasard, RND, de 100, voilà, plus, par exemple, sa valeur d'index, num, multiplié par 100. Et je fais entrer. Et donc là, j'ai en fait chaque cube dans ma sélection qui a une valeur au hasard, entre 0 et 100, plus la valeur d'index multipliée par 100. Donc, on a pour chaque cube, en fait, une valeur différente. Je vais reprendre tout. On va remettre 40. Alors, 40. Je peux demander à ce que chaque cube ait, par exemple, la valeur de départ, donc x, la valeur de départ, multipliée peut-être par 100, plus un nombre au hasard, RND entre 0 et 100, par exemple, ou même on va dire entre 0 et 50, voilà, plus le numéro d'index multiplié par 20. Et je fais entrer, et puis là j'ai encore des numéros différents, des valeurs différentes. Et donc ça, je peux le faire dans tous les champs. Tous les champs que j'ai, voilà, je peux faire ce type d'opération. Là où ça devient très intéressant, c'est qu'on peut, ici on a utilisé seulement X, Num et RND, mais on peut utiliser tous les éléments mathématiques. Alors, je vais peut-être essayer d'ouvrir un petit instant. Voilà, mon petit pense-bête qui me permet en fait de me rappeler en fait des fonctions mathématiques. Alors, au niveau des fonctions mathématiques, on a les sinus. Donc, par exemple, SIN et entre parenthèses une valeur. Voilà, SIN et entre parenthèses une valeur, c'est sinus de 20 ici. Ça peut être utilisé dans une formule mathématique dans ces champs-là. On a aussi cosinus, COS, ça s'écrit comme ça, COS, alors, si je ne me trompe pas, COS, cosinus. On a aussi arcus, cosinus, arcus, sinus, alors c'est pareil avec un A en plus, arcus, cosinus, c'est comme ça, ACOS, et entre parenthèses on met une valeur, voilà, et arcus sinus, c'est ASIN. Comme ça, normalement. ASIN et entre parenthèses la valeur. Donc je suis rentré. Ici ça me fait 0 parce que c'est 0. Ensuite on a aussi les tangentes. Alors tangente TAN. Tout ça c'est des valeurs c'est des fonctions mathématiques. Un TAN avec entre parenthèses la valeur.
Alors on met la valeur qu'on veut, ici je mets 0. Ensuite on a aussi, alors qu'est-ce que on a aussi, on a les valeurs absolues, je vais passer, les exposants c'est EXP, EXP et entre parenthèses une valeur, ça signifie exposant, exponentiel. Oh, décidément, il faut que je revoie mes bases de mathématiques. On a aussi une valeur qui permet de tronquer les nombres. Par exemple, la valeur TRUNC, et entre parenthèses, on met une valeur. Par exemple, si je mets 25, plein de 5, voilà. Quand je fais entrer, ça me l'a tronqué, ça me met juste 25, c'est-à-dire que ça retire tout ce qui est après la virgule. On a la valeur RND, comme j'ai dit, c'est random, donc RND, et entre parenthèses, une valeur, ça fait une valeur au hasard entre 0 et 100, parce que ici j'ai mis 100, ou j'ai mis 10, je sais plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi le modulo, je vais pas en parler. Clamp, je vais pas en parler. Minimum, maximum. En fait, toutes ces valeurs-là, ce sont les valeurs mathématiques qu'on retrouve généralement sur les calculatrices mathématiques, les calculatrices scientifiques. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à voir? Non, sinus, cosinus, c'est quand même le plus intéressant. Et donc, tous ces paramètres-là, toutes ces fonctions-là peuvent être utilisées pour justement donner un petit peu de hasard, si on veut, par exemple, ou gérer un petit peu mieux tout ça sans passer par un cloneur. C'est-à-dire qu'ici, j'ai toutes mes valeurs, mais je peux leur donner la valeur que je veux en fonction de leur index. Comme j'en ai plusieurs de sélectionnés, je peux dire, par exemple, l'index de chacun de ces éléments, donc num, multiplié par 50, ou peut-être pas autant, par 5, par 20, plus, par exemple, un nombre au hasard RND, entre parenthèses 20, par exemple, et je fais entrer, et puis là, j'obtiens, en fait, à chaque fois, une valeur au hasard, qui augmente ici, parce qu'à chaque fois, ça utilise l'index, mais je pourrais très bien pu utiliser autre chose. Et puis ensuite, ici, comme chaque valeur a une valeur différente, je peux récupérer tout ça, et puis utiliser ces valeurs différentes avec la valeur x. Alors, x, par exemple, x moins 10, je fais entrer, et ça réduit de 10 tous les cubes. Alors je peux même en faire moins, encore plus, x moins 100, tac, là je passe sur des nombres en négatif, et là voilà, j'ai réduit de 100 en fait toutes les valeurs. Et tout ça sans passer par un cloneur, ça c'est simplement en fait de la sélection ici, et des valeurs ici, des calculs dans ces valeurs-là. Alors ici j'utilise sur les tailles des objets, mais on peut utiliser ça sur d'autres choses. Par exemple, on peut utiliser ça sur des couleurs. Je vais montrer ça. Je vais effacer tout ça, tac. Je vais ici créer plusieurs textures. Voilà, plusieurs textures. Je peux sélectionner toutes ces textures. Donc là, dans les propriétés, je peux aller dans la couleur. Ici, j'ai les couleurs. Alors, je vais fermer ça. Et je vais faire ici un clic droit et faire afficher les sous-canaux. Ça m'affiche ici les couleurs RGB. Et donc ça, je peux justement utiliser les formules mathématiques et ce qu'on vient de voir pour changer les couleurs de toutes ces textures, pour avoir des textures totalement au hasard. Par exemple, je peux demander ici d'avoir RND, donc random, 100. Je vais le copier. Je vais même mettre plus, non, multiplié par num, donc multiplié par l'index. Je fais copier de ça, je fais entrer. Je vais le copier ici, je fais entrer. Je le copie ici, je fais entrer. Et ici, vous voyez que j'ai des couleurs maintenant différentes à chaque fois. Parce que justement, ici, j'ai mis des valeurs au hasard en fonction de l'index des textures.
Et donc là, ça me permet de choisir rapidement comme ça des couleurs au hasard. Par exemple, je peux mettre ici RND, on va mettre 20, plus X, divisé par num par exemple, et je fais entrer. Et là, j'obtiens une couleur différente à chaque fois pour chacun de ces éléments. Ça m'a fait le calcul mathématique que je viens d'indiquer. Et ça, je peux le faire ici pour les textures. On l'a vu qu'on pouvait le faire sur les cubes. On peut aussi le faire sur, par exemple, des lumières. On peut aussi le faire sur des formateurs. On peut le faire sur des points. Je pense qu'on peut le faire aussi. J'ai pas vérifié, mais je suppose que oui. On peut le faire, pourquoi pas sur les NURBS, sur ici les paramètres d'homographe. À partir du moment où on a un champ utilisable et qu'on peut sélectionner plusieurs éléments, on peut justement utiliser ce genre de formule pour manipuler un petit peu les trucs. Ça, je pense que je l'utiliserai dans d'autres tutoriels. Je leur montrerai ça plus en pratique. Là, je voulais juste en parler un petit peu, mais je leur montrerai ça sûrement plus en pratique. Aujourd'hui, c'était vraiment plutôt le tutoriel sur le Material Exchanger. Je pense avoir tout dit pour aujourd'hui. Oui, c'est pas mal. La vidéo fait quand même 40 minutes. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.